Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler de F1, on va revenir, on va débriefer même sur le Grand Prix d'Australie. C'était la première manche du championnat du monde. Si vous avez vu la vidéo de présentation du Grand Prix, vous savez tout sur le circuit de l'Albert Parks. Et on va revenir sur donc les moments forts de ce Grand Prix. Et le premier moment fort, bien entendu, c'est les qualifications après les 3 séances d'essais libres. On avait vu déjà, après ces 3 séances d'essais libres, la surprise, c'est que Mercedes était devant Ferrari, alors que Ferrari avait techniquement dominé les essais hivernaux et semblait, selon Mercedes et selon les observateurs, loin devant l'équipe allemande. Et au final, Mercedes est devant après ces 2 premières journées. Ferrari assez loin, assez en retrait au niveau des performances, en difficulté même. Red Bull avait l'air plutôt d'être rapide avec les moteurs Honda. Et puis surtout chez Ferrari, l'écart entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel, très réduit entre les deux pilotes, alors que Charles Leclerc faisait son premier Grand Prix. Bon. On arrive lors de cette première phase de qualification. C'était donc samedi, aux alentours de 15h-16h, heure australienne. Alors en Q1, élimination de Lance Stroll, de Pierre Gasly, Sainz, Russell et Kubica. Les 2 Williams qui ont eu de toute façon une course compliquée, on reviendra dessus, mais pas de grippe pendant tout le week-end, donc la voiture ne fonctionne pas du tout. En retard après les essais hivernaux, on revient. 2 jours et demi perdus parce que la voiture n'était pas prête. En plus, une voiture qui n'était pas aux normes, avec une pièce de suspension supplémentaire. Je rappelle que normalement, on ne doit avoir que 5 pièces de suspension entre la roue et le châssis. On en avait 7, je crois, 6 ou 7 chez Williams. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on s'en aperçoive qu'à la fin de la conception de la voiture. Et puis les rétros étaient convexe au lieu d'être concave. Je crois que c'est dans ce côté-là, du côté de la réglementation. Enfin, ils n'avaient pas la bonne forme, les rétroviseurs. Là encore, c'est quand même des éléments qui n'ont pas changé depuis le début de saison l'année dernière. C'était déjà des éléments qui étaient interdits. Donc c'est incroyable que chez Williams, on ait fait ces erreurs dans la conception de la voiture, ce qui a fait que l'équipe a pris beaucoup de retard lors des essais hivernaux, qu'elle n'a toujours pas de pièces de rechange, quasiment pas. Donc pour les qualifications, il faut plutôt avoir des pièces qui n'ont pas servi. Et c'est donc compliqué pour Williams en qualification. Et donc ils sont très très loin parce que Russell est à 1 seconde de Sainz qui est 18ème. C'est-à-dire Russell 19ème à 1 seconde de 18ème et Kubica encore plus loin. Surtout Kubica qui a tapé le mur lors de dans cette courbe, cette fameuse courbe qui permet d'emmener à la chicane 11-12. Il tape et il déjante son pneu. Il a eu de la chance même de ne pas endommager plus que ça sa voiture, Robert Kubica. Ce qui aurait pas permis à Sainz de faire un bon tour. Et Kubica qui a même dit, ce qui est très drôle, enfin ce qui est drôle ou navrant, j'ai tapé dans ce virage-là parce que c'est la première fois du week-end où j'ai ressenti du grip avec la voiture. Ce qui montre bien que Williams est en grande difficulté. Et puis ensuite, Pierre Gasly, éliminé sur la Red Bull Honda. Alors, surprise, erreur stratégique du côté de chez Red Bull. Il ne pensait pas que ça irait aussi vite en fin de Q1. Pierre Gasly est pourtant très proche de son coéquipier Verstappen. On pourrait dire en termes de temps, il était très proche après son premier run. Il y a 1 dixième entre les deux à la fin de leur premier tour. Mais Verstappen lui est ressorti, ce que n'a pas fait Gasly. Et Gasly s'est donc retrouvé éliminé à cause de cette erreur stratégique. Et puis Lance Stroll sur la Force India, ça n'a jamais été un spécialiste des qualifications Lance Stroll, donc c'est pas non plus une surprise qu'il soit éliminé, surtout que à ce moment-là du week-end, on pense que les Racing Point Force India sont un petit peu derrière en termes de rythme en course. Deuxième partie des qualifications, là où il faut faire le temps le plus rapide. Et là encore, on a plusieurs éliminés. Alors, 2 surprises, 11 et 12, Renault, avec Hülkenberg et Ricciardo. Ils n'ont pas tout mis, en fait, dans leur tour rapide, Hülkenberg et Ricciardo. Ils voulaient mettre un peu de puissance moteur pour les Q3, pas de peau. Ça a été plus rapide, là encore, que ce que la direction pensait, ce que Cyril Abitboul pensait.
Donc ils se retrouvent éliminés, un peu bêtement, 11 et 12, mais ça leur permet de choisir les pneus, leur choix de pneus pour le début de course, parce que je rappelle, là encore, que les pilotes qui sont en Q2 et qui vont donc en Q3 doivent partir avec le train de pneus qui a réalisé le meilleur temps en Q2. Ils n'ont pas le droit de choisir leurs pneus à leur convenance. Donc, ce qui fait que les 10 premiers pilotes sont partis tous avec les pneus les plus tendres des softs. Ensuite, éliminé dans cette Q2 derrière Hülkenberg et Ricciardo, c'est Albon. Voilà, chez Toro Rosso et Kiat, les deux pilotes Toro Rosso. Qui est rapide en ligne droite, mais n'a pas l'air d'être très performante en courbe. Et puis, le dernier pilote éliminé en 14e position, Antonio Giovinazzi. Un peu malmené par Kimi Raikkonen, notre ami Giovinazzi chez Alfa Romeo. Oui, il est un peu derrière quand même, notre ami Antonio Giovinazzi. Il n'a pas un Grand Prix forcément extrêmement facile. Et puis donc sur la grille de départ, pour cette dernière partie de Q1, Hamilton qui fait pas un premier tour exceptionnel dans cette Q3. Et puis ensuite, qui va réussir à faire un tour incroyable et qui va donc prendre une nouvelle pole position, une 80e pole position dans sa carrière. Donc Paul Hamilton, Bottas, première ligne 100% en Mercedes, 7 dixièmes derrière. Voilà, la Ferrari de Vettel. Écart assez impressionnant, assez étonnant même cet écart. Euh, Voilà, alors que c'était plutôt le contraire après les essais de Barcelone. Mais quoi, il faut toujours se méfier des essais de Barcelone. Mercedes a l'air d'avoir pas mal caché son jeu. Derrière Vettel, on retrouve la Red Bull Honda de Verstappen. Bonne qualification de la part de Verstappen. Après une Q1 un peu compliquée, ils ont réussi à faire une Q2, une Q3 de qualité. Et on s'aperçoit surtout que l'écart est de 2 dixièmes. Voilà. Et puis Charles Leclerc, 5e. Déçu après les qualifications, Charles Leclerc. Il avait dit, voilà, à Canal+, j'avais l'impression de ne pas être là. Voilà, il en a un peu trop mis à un moment. Il a pas réussi à être présent quand il le fallait. Notre ami Charles Leclerc, qui est pourtant un excellent pilote. Et puis derrière, les deux As, 6 et 7, Grosjean, Magnussen. Comme l'année dernière, As performant en qualification. Raikkonen, 9e, avec Norris 8e, premier rookie. Surprenant Norris avec la McLaren, devant Sainz, et loin devant Sainz en plus, qui a éliminé dès la Q1. Et puis donc Raikkonen, Perez sur la dernière ligne de cette, la dernière place de cette Q3. Perez, oui, qui a fait un tour, qui était déjà bien content d'être présent dans cette partie de qualification. Alors, le Grand Prix d'Australie, 58 tours, des températures en hausse dans ce week-end. Il a fait chaud lors du Grand Prix, plus chaud en fait lors du Grand Prix que lors des qualifications. Et donc le départ avec le souci pour Ricciardo. Ricciardo qui va casser son aileron avant. Image assez étonnante même pour Ricciardo. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami australien? Eh bien, il a pris un très très bon départ avec sa Renault, un meilleur départ que Perez qui était sur la ligne devant lui. Sauf que Perez ne le voit pas, va le tasser légèrement et donc Ricciardo va dans le gazon. Pas de chance pour lui, il y a un raccord de béton sur le gazon et c'est là où il va casser l'aileron, sur ce raccord de béton. Et pourquoi il casse son aileron? Enfin, pourquoi ça a favorisé la casse de son aileron? C'est la forme de sa voiture. La Renault s'est inspirée de la Red Bull cette année, ce qui fait qu'elle est très basse sur l'avant de la voiture. L'aileron avant est très très bas et très très proche du sol. Et donc ça a favorisé la casse de cette pièce. Ensuite, Bottas prend un très bon départ. Hamilton, un petit peu de patinage lors de la phase de départ. Il patine légèrement avec les pneus, il a du mal à trouver la motricité. Alors, il faut savoir que Hamilton, il avait déjà souffert en fait lors de son essai de procédure de départ. Il faut savoir que tous les pilotes font un essai de procédure de départ quand ils se mettent sur la grille lors du tour de sortie pour rejoindre la grille de départ pour
pour voilà, l'attente, hein, pour les 25 minutes, 30 minutes avant le départ. Tous les pilotes doivent être sur la grille, donc ils sortent. À ce moment-là, ils font une procédure de départ en sortant des stands. Et Hamilton a bien raté sa procédure de départ à ce moment-là, parce que le patinage était assez impressionnant. Donc il l'a un peu mieux réussi, mais il y avait toujours du patinage. Leclerc également a pas mal patiné. Et c'est surtout que ça a été chaud entre Leclerc et Vettel, où Leclerc a tenté l'extérieur au virage 1. Ça n'est pas passé. Il a mis deux roues dans l'herbe, et ce qui fait qu'il s'est fait repasser par Verstappen, qui n'avait pas pris un très bon départ, mais qui s'en sort bien quatrième. L'autre touchette au départ, c'est entre Gasly et Kubica. Je pense que Kubica est rentré légèrement dans Gasly, ce qui fait que Gasly n'a pas eu un très bon rythme en course parce que ça a dû endommager des pièces, même si Red Bull n'a pas encore communiqué là-dessus. Alors nous enregistrons cette vidéo, c'est-à-dire mardi. De l'autre côté, Kubica qui va péter son aileron avant. C'est bête parce qu'il a pété quand même. Donc il a déjanté un pneu. Pété des dashboards, donc les petites ailettes sur le côté des pontons, en essai libre 3 parce qu'il est rentré trop vite dans les stands. Et là il casse un aileron. Williams qui n'avait pas besoin de ça en termes de pièces de rechange. Et puis, donc Kubica voilà, qui casse son aileron. À ce moment-là, on aurait pu penser qu'on aurait une safety car. Non, on est resté sous drapeau jaune. On voit la nouvelle direction de course après la mort de Charlie Whiting. Voilà, Michael Masi qui a été plutôt... qui a favorisé le spectacle, on va dire. Lui qui est habitué de toute façon à des courses spectaculaires parce que normalement il officie en V8 Supercar, qui se rapproche un petit peu du DTM allemand. C'est un championnat voilà, de voitures de tourisme surpuissante. Donc voilà, un premier tour où il s'est passé quelques petites choses. C'est quasiment le tour le plus passionnant parce qu'après derrière la course était assez linéaire. Au bout de 4 tours, on s'aperçoit qu'Hamilton baisse de rythme dans le dernier secteur. Il perd 5 dixièmes par rapport à Bottas dans le dernier secteur. Et Bottas s'envole, il n'est plus dans la zone du DRS. Alors on a appris ensuite que Hamilton a cassé une partie de son fond plat. Il a cassé une pièce à l'arrière du fond plat de la voiture qui permet qui permet d'amener l'air vers l'arrière de l'aileron, vers l'aileron en fait, et surtout d'essayer d'éviter les turbulences au niveau du pneu, parce qu'il faut savoir qu'un pneu de F1 engendre énormément de turbulences au niveau du flux aérodynamique. Pas de chance, c'est cette petite pièce de carbone hein, qui doit faire 2 cm de hauteur, qui donc s'est cassé, ce qui fait que le flux d'air était mal amené vers l'arrière de la voiture, et il a détruit ses pneus arrière assez rapidement lors de son deuxième relais surtout, et il avait peu d'appui dans le dernier secteur, où c'est un secteur qui demande beaucoup aux pneus, surtout aux pneus arrière, parce qu'on a quelques réaccélérations à basse vitesse, donc il faut trouver de la motricité. Bon, course plutôt linéaire. Ensuite, on a les premiers arrêts au stand, assez vite. N'oublions pas l'abandon sur casse moteur de Carlos Sainz. Bon, première casse chez Renault. Arrêt au stand extrêmement tôt de Raikkonen au 13e tour, en sachant qu'on nous avait dit la stratégie du côté de chez Pirelli, c'était si on partait avec des softs, de s'arrêter entre le 12e et le 22e tour. Donc là, il a anticipé cet arrêt Raikkonen. Enfin, il est au tout début de la phase de ravitaillement. Hülkenberg s'arrête également. Raikkonen en prend des médiums. Hülkenberg lui va prendre des hards. Je pense que c'était le bon choix de la part de Hülkenberg. Et puis ensuite, on a Vettel qui s'arrête au 15e tour. Hamilton au 16e. Là aussi, les deux prennent des médiums. Grosjean également s'arrête. Et Grosjean qui va avoir un problème à l'arrêt au stand. Encore à l'avant gauche chez Haas comme l'année dernière. Ce qui provoquera son abandon au 40e tour, je crois. Quelque chose comme ça, hein, un peu avant le 40e tour même pour Grosjean. Raison indiquée par Haas hein, dans le communiqué de Haas. L'écrou s'est cassé lors de l'abandon parce qu'il avait été desserré et resserré lors de l'arrêt au stand et que le filetage s'est rompu à ce moment-là lors de l'arrêt au stand qui s'est éternisé. Ensuite, on s'aperçoit que c'était pas le bon choix après 4-5 tours de s'arrêter avec les softs aussitôt parce que le pneu soft résiste plutôt bien avec une deuxième huile. On s'aperçoit
Ça avec Leclerc et Bottas qui, à ce moment-là, Bottas gagne la course avec cette légère erreur stratégique. Et puis Norris qui essaye de dépasser Giovinazzi, c'est assez chaud. De toute façon, tout le monde a essayé de dépasser Giovinazzi et tout le monde s'est un peu cassé les dents à essayer de dépasser Giovinazzi qui est à la limite du réglementaire. Giovinazzi, beaucoup de changements de direction, de changements de voie, surtout très proche du freinage. Normalement, c'est interdit par la réglementation, mais il n'a pas eu de pénalité pendant la course. Là encore, ce n'est plus Charlie Whiting qui officie, c'est Michael Mesi. On a eu un peu plus de bagarre en piste. Et puis Bottas, qui ne sera pas rejoint, hein, après son arrêt au stand de 23e tour, il passe des médiums. Voilà, il ne sera pas rejoint. Leclerc, lui, s'arrête un peu plus tard. Il s'arrête assez tardivement, même Leclerc, au 29e tour. Hein. Il a bien maintenu ses pneus tendres. Et lui, contrairement à Bottas, il va passer des hards, ce qui je pense est une erreur stratégique. Et puis Verstappen qui va revenir sur Hamilton un moment pendant la course, mais qui n'arrivera pas à le dépasser. Et au final, on a une longue procession. Victoire donc de Bottas qui prend le meilleur tour en course, qui lui rapporte un point supplémentaire. Deuxième place Hamilton, troisième Verstappen, quatrième Vettel et cinquième Charles Leclerc. Donc course qui n'est pas la plus intéressante de l'année. On ne s'est pas tapé le cul par terre, comme on dirait un peu de manière grivoise. Allez, on va passer tout de suite au top et flop du week-end. Les top et flop de ce week-end de course. Et on commence avec les tops Bottas et du pilote de la course par les internautes. Très bonne course de Bottas. Bottas qui prend un bon départ. Ensuite, très bon rythme en course qui souvent était son souci à Valtteri Bottas, qu'il avait souvent un rythme moins bon qu'Hamilton en course. Là, il a un très bon rythme, il a enchaîné les tours. Peut-être on a l'arrivée d'un nouveau Bottas. Après une saison 2018 assez compliquée où il n'avait pas gagné une course, il avait fait deux positions mais pas de victoire. Une deuxième partie de saison qui avait été compliquée pour le pilote finlandais. Non, il a fait une course parfaite, pas d'erreur. Il arrive même à prendre le risque de prendre le meilleur point contre l'avis du directeur de Mercedes Toto Wolff. Voilà, donc il prend 26 points, le maximum que l'on peut prendre lors d'un Grand Prix désormais. Non, voilà, il fait une très bonne course, performant pendant tout le week-end. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de la part de Bottas et de Mercedes en général, parce que doublé pour Mercedes qui prend déjà une petite avance au classement constructeur. Et là encore, bon voilà, Hamilton il fait une très bonne course, il prend des points. Malgré une course difficile, il prend quand même la deuxième place. Et il prend déjà de l'avance sur Vettel et Leclerc. Deuxième pilote qui a bien marché, c'est Nico Hülkenberg, septième. Deuxième des autres avec derrière Magnussen. Non, très bonne course de la passe de Nico Hülkenberg. Très bonne stratégie. Il s'arrête tôt comme Raikkonen, mais lui il choisit de prendre des pneus hard. Ce qui l'a emmené tranquillement jusqu'à la fin de course. Je pense que les médiums c'était un peu difficile de les maintenir. Tous les pilotes qui se sont arrêtés tôt ont eu du mal à maintenir leur médium en pleine forme jusqu'à la fin de course. Voilà, de la part de Hülkenberg, très très bonne course, très bonne gestion de son rythme. Il partait 11e, il finit 7, plus 4 places. C'est ce qu'on demande du côté de chez Renault cette année, prendre des points. C'est pas forcément le circuit qui leur correspondait le mieux à la Renault. Et voilà, il fait un bon début de championnat, surtout il est devant Ricciardo. C'est important, là encore. Ricciardo, il est devant Ricciardo en qualification et en course. Plutôt un très bon début de championnat pour la part du Hülkenberg qui devra continuer de toute façon à être performant et à battre régulièrement son coéquipier pour montrer que c'est un pilote qui est potentiellement champion du monde. Magnussen, le meilleur des autres, sixième, certes assez loin quand même de Bottas, une 27 quasiment un tour. Il y a vraiment une différence de rythme entre le top 6 et entre le top 6, c'est-à-dire les trois plus grosses équipes, Red Bull, Ferrari et Mercedes et les autres. Très bon week-end de la part de Magnussen, qui a été sage en course, qui n'en a pas trop fait, qui a juste un moment tassé, je sais plus quel pilote, encore c'était gentillé. Il a fait pire
quelques fois. Non, très bonne course, très bon rythme. On s'aperçoit que les As sont encore performantes en ce début de saison comme l'année dernière. Bah, l'objectif est d'engranger les points pour As pour peut-être aller chercher la 4e place face à Renault. Max Verstappen, le dernier pilote dans mes tops. Il a fait une bonne course, il a été performant. Le pilote néerlandais, il a fait une course dans la continuité de ce qu'il nous faisait la fin de saison dernière. Hein. Très sage, très performant. Il a bien réussi à s'adapter au moteur Honda qui n'a pas une excellente, comme disent les Anglais, drivability. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile à manier ce moteur. Très rageur. Il envoie le couple assez brutalement. Ce qui fait que la motricité est pas simple à avoir en sortie de virage, surtout sur les virages lents. Je trouvais que c'était vraiment le moteur le plus compliqué à utiliser dans le dernier secteur. Après, dans le virage Ascari, l'enchaînement Ascari, qui nous emmène jusqu'à l'épingle Prost et le virage 16, tout ce passage-là où vraiment t'entendais le moteur vraiment envoyer le couple et pas simple à gérer pour le pilote. Je rappelle que pas d'aide au pilotage énormément en F1. Il n'y a pas surtout d'anti-patinage, hein, donc quand tu patines, tu patines. Non, là, une course sage, il prend une 3e place. Premier podium en F1 pour Honda depuis 2008. Premier podium depuis leur retour. Donc voilà, bon Grand Prix. On espère qu'il continuera à faire des bonnes courses cette année avec Red Bull. Les flops pour ce Grand Prix, eh bien Ferrari qui n'a pas fait une course excellente. Compliqué pour la Scuderia, ce Grand Prix à Albert Park, parce que Vettel et Leclerc ils finissent à 57 et 58 secondes respectivement de Bottas. C'est-à-dire qu'ils se sont pris une seconde au tour, ce qui est énorme, par Bottas. En qualif, ils sont à 7 dixièmes. Jamais dans le coup. Jamais dans le coup les Ferrari. Ce qui est étonnant, ce qui n'a pas plu même à Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, le nouveau directeur de la Scuderia, à la place de Arriva Bene. C'est pourquoi ça a fonctionné en essai de pré-saison à Barcelone, où ils étaient très performants sur des rythmes, des runs de qualification. Et pourquoi là, ça n'a pas marché en Australie. Alors, chez Ferrari, on considère que c'est la nature du circuit qui ne convenait pas à la voiture. On verra à Bahreïn, on verra en Chine. Mais bon, c'est un mauvais début pour Ferrari qui prend des points de retard au classement constructeur et au classement pilote, parce que Bottas prend 26, Hamilton prend 18 points, et eux, ils en prennent beaucoup moins, vu qu'ils sont 4 et 5. Deuxième flop de ce week-end, Williams. On va pas revenir dessus, voiture qui n'était pas aux normes, obligé de la changer à la dernière minute. Si vous avez regardé la vidéo sur la présentation du Grand Prix d'Australie, j'ai parlé de la mise à l'écart de Paddy Loves, le directeur technique. Non, il n'y a rien qui fonctionne chez Williams, la voiture est très très loin. Là, ils ont fait des essais grandeur nature pendant le Grand Prix, parce que de toute façon, Kubica, après son premier tour complètement raté, voilà, c'était une course compliquée. Pour dire la fragilité de cette voiture, c'est qu'il a même perdu un rétro au 4e tour, sans savoir trop comment, Kubica, donc il n'avait plus qu'un rétro pour savoir, pour se mettre à l'écart quand il y avait un drapeau bleu. Non, ça a été un Grand Prix catastrophique. Alors, un petit plus pour Russell qui colle quand même pas loin de. Enfin, qui a toujours été à 7-8 dixièmes devant son coéquipier sur ses temps de course et en qualification. Pour un pilote rookie, c'est vraiment bien. Pour un pilote débutant, bon, voilà. Robert Kubica qui a fait quand même pas mal d'erreurs pendant ce week-end. On verra sur les autres courses, mais bon, c'est pas facile pour Williams, qui a quand même été une équipe championne du monde, qui a dominé les années 90, avec le moteur Renault, que ce soit avec Jacques Villeneuve, Damon Hill, ou encore avec Alain Prost en 93, avec Nigel Mansell en 92. Une équipe qui voilà, était performante, qui était encore performante dans les années de ville avec BMW, avec Montoya ou Ralf Schumacher.
mais qui a raté le coche à un moment, je pense avec BMW, et qui aujourd'hui se retrouve en difficulté par rapport, par exemple, à Sauber, enfin Sauber Alfa Romeo, l'équipe Alfa Romeo, c'est l'équipe Sauber. Giovinazzi également, loin de son coéquipier Kimi Raikkonen. Alors certes, on nous a indiqué qu'il y avait un problème de fond plat sur la voiture de Giovinazzi également. Et puis un pilotage un peu trop agressif, ce qui je pense a endommagé ses pneus. Parce qu'il est parti avec des médiums, hein, Giovinazzi, et il a vraiment souffert à la fin de son premier relais, où il gênait énormément de pilotes. Il a gêné Norris, il a gêné Kvyat, aussi, non, c'était Albon. Non, c'était Albon, pardon, qui l'a gêné à un moment. Grand Prix où il s'est fait une place, où il s'est montré, mais pas sous un très bon jour. Le dernier point négatif, c'est McLaren. Alors McLaren, Carlos Sainz, abandon sur panne moteur au bout de 11 tours. Donc les problèmes de fiabilité n'ont pas l'air d'être réglés dans l'écurie britannique. Et puis une mauvaise place en qualification. Alors il impute sa mauvaise place en qualification à l'incident qu'a eu Kubica. Mais normalement, s'il avait été bon, et si la voiture avait été performante, il aurait dû déjà à ce moment-là ne plus être dans la zone rouge. Or, il était dans la zone rouge, donc il s'est fait éliminer. Lando Norris, bonne qualification 8ème. Par contre, en course, Lando Norris, pas un très bon rythme, hein. Alors encore sur le premier relais, il s'en sort pas mal. Mais quand il a passé les médiums, il fait partie de ceux qui se sont arrêtés tôt, hein. Il s'est arrêté au 16e tour, hein, avec Grosjean et Hamilton. Il a mis des hards même, lui. Et pas du tout de rythme, Norris. Et il finit 14e. Un peu dans l'indifférence, alors que lors de son arrêt, il était 9 ou 10, hein, Norris. Donc pas de rythme en course chez McLaren. On espère que la saison va pas être aussi compliquée que l'année dernière, où ils ont eu de la chance d'avoir Williams qui était vraiment en déchéance pour pas finir dernier du championnat. Bon, ça c'était le bilan de ce Grand Prix d'Australie. Il y aura bientôt le bilan pour les sports mécaniques de la moto. J'ai pas encore eu le temps du côté du Grand Prix du Qatar, mais je voulais vraiment faire cette vidéo très rapidement sur le Grand Prix d'Australie. Prochaine manche du championnat du monde de F1, c'est Bahreïn. Il y aura un gros week-end sport mécanique même, hein, lors du week-end de Bahreïn, parce qu'on aura dans 10 jours, maintenant un peu moins de 10 jours, vu qu'on aura la F1, on aura la Moto Grand Prix et on aura le rallye, le Tour de Corse. Tout ça en même temps, ça va être formidable pour les fans de sport mécanique. Sinon, il y a beaucoup de vidéos qui sont prévues encore sur la chaîne dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve donc pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao!